sur le... Ah oui, non, petit rappel, si vous osez pas couper la parole pour poser une question enfin vocalement, vous pouvez toujours écrire votre question dans le chat formation. Voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment si c'est des questions immédiates sur un terme que vous n'avez pas compris, qui vous permet pas de comprendre le contenu de la formation du coup, parce que si c'est sur un truc vraiment secondaire ou plus pour ouvrir le débat, faites-le à la fin. C'est vraiment si voilà, s'il y a un mot très important que vous comprenez pas, vous pouvez me couper, mais sinon non. Alors, donc, on va commencer par une petite introduction. Vladimir Ilitch Ulyanov dit Lénine est un révolutionnaire communiste, théoricien politique et homme d'État russe. Il a été membre du Parti ouvrier social-démocrate de Russie et il a provoqué une scission de ce parti en 1903 pour former le parti bolchevique. Pour fuir la répression du régime tsariste, Lénine a été contraint à l'exil. Il a notamment vécu en Suisse. En exil, il a rédigé de nombreux ouvrages de théorie politique qui viennent compléter les théories marxistes. Donc, en février 1917, la révolution russe éclate de manière plutôt inattendue. Lénine, qui dirige alors le parti bolchevique depuis Zurich, en Suisse, rentre en Suisse pour participer à la révolution. Donc la révolution fait chuter en quelques jours le régime tsariste. Les soviets, qui étaient des assemblées de travailleurs et de soldats révolutionnaires, et tout particulièrement le soviet de Petrograd. Donc Petrograd, ça correspond à la ville qui s'appelle Saint-Pétersbourg aujourd'hui. C'est au nord-ouest de la Russie, enfin à l'ouest. Je crois pas que ce soit particulièrement au nord, mais c'est à l'ouest de la Russie, c'est pas loin de l'Estonie, tout ça. Donc ces soviets prennent une importance considérable. Le soviet de Petrograd se partage alors le pouvoir avec un gouvernement provisoire bourgeois. Donc en octobre 1917, grâce à la bravoure et à la discipline, les bolcheviks mènent une insurrection victorieuse qui fait chuter le gouvernement bourgeois provisoire et permet la proclamation de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, qui deviendra par la suite membre de l'URSS, qui était donc l'Union des républiques socialistes et soviétiques. De 1917 jusqu'à sa mort en 1924, Lénine aurait été le premier dirigeant de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, puis de l'URSS. Il a mené pendant cette période de réformes cruciales ayant permis au socialisme de se développer, de prospérer en URSS. Prospérer par la suite, notamment après sa mort. On peut donc retenir de Lénine qu'il a été un grand révolutionnaire, un grand dirigeant et un excellent théoricien politique. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les éléments fondamentaux. Donc, on va pas s'attarder sur les éléments secondaires, on va rester sur vraiment les éléments les plus importants, les apports les plus importants de la théorie, de Lénine à la théorie marxiste. Donc, les éléments fondamentaux que Lénine a apportés aux théories marxistes. Ces éléments sont encore d'actualité aujourd'hui et doivent être connus de tous les révolutionnaires. On peut distinguer 4 éléments principaux qui font du léninisme une évolution du marxisme. Donc, le rôle du parti et sa composition, la discipline révolutionnaire, sachant que ça va avec le rôle du parti en réalité, le centralisme démocratique et l'analyse de l'impérialisme. Donc il y a des jolies petites images en plus dans le PDF, n'hésitez pas à aller le regarder. Grand 1, le rôle du parti et sa composition. Alors que Karl Marx a analysé le fonctionnement du capitalisme, proposé un système alternatif, le communisme, et une phase de transition, la dictature du prolétariat et le socialisme, Lénine, lui, il a davantage théorisé sur le rôle d'un parti communiste et comment il doit être composé. Donc Lénine, en ce sens, c'était un véritable théoricien de la révolution. Sachant que voilà, dans les écrits de Marx, la façon de faire la révolution, la stratégie à mener pour renverser le pouvoir, c'est quand même c'est faiblement détaillé par rapport aux écrits de Lénine. C'est peut-être un peu les lacunes des théories marxistes là-dessus. Donc selon Lénine, le parti doit être le véritable moteur de la révolution. Donc Lénine, il considérait qu'une révolution communiste était impossible sans parti communiste. Le rôle du parti, selon les théories de Lénine, est de mener les luttes, de diriger les mouvements de masse, de tenir la ligne politique et idéologique, d'avoir une stratégie révolutionnaire et de la faire appliquer. L'objectif du parti, c'est le renversement de l'État bourgeois et la prise de pouvoir afin de mettre en place un État ouvrier, c'est-à-dire un État dirigé par la classe ouvrière ayant un modèle de production socialiste, c'est-à-dire un modèle de production dans lequel les moyens de production appartiennent à la communauté et sont gérés démocratiquement par les masses.
Donc Lénine, il insistait donc plus sur la nécessité de l'État ouvrier, là où Karl Marx se contentait de parler de dictature du prolétariat. C'est-à-dire, dictature du prolétariat, si on pouvait le résumer, ce serait démocratie pour la majorité du peuple et dictature pour les ennemis de la révolution. Pour être aussi efficace, le parti ne peut pas être une organisation de masse. C'est-à-dire que n'importe qui, avec n'importe quelle ligne idéologique et n'importe quelle pratique militante, ne peut pas entrer dans le parti. Le parti doit être un parti de cadres. C'est-à-dire qu'il ne doit contenir que les militants révolutionnaires les mieux formés, les plus avancés idéologiquement, les meilleurs dans la pratique. Des militants dévoués à la cause révolutionnaire, faisant passer la cause révolutionnaire avant tout le reste, étant prêts à subir la répression et à y riposter. Bref, le parti doit être l'avant-garde du prolétariat. Donc cette expression d'avant-garde du prolétariat, elle est souvent critiquée car elle est considérée comme méprisante. C'est une analyse qui est uniquement morale en réalité, considérer que c'est méprisant. Parce que cette analyse, elle prend pas en compte la réalité matérielle qui est que toute classe, que ce soit le prolétariat, mais comme la bourgeoisie, est composée d'éléments ayant des idées contradictoires, tantôt réactionnaires, tantôt progressistes, et qu'il n'est pas possible d'avoir dans une société capitaliste des dizaines de millions de prolétaires ultra formés et dévoués à la révolution. Le fait de considérer que le parti doit être une organisation de cadres et l'avant-garde éclairée du prolétariat, c'est donc une position pragmatique et matérialiste, qui place l'efficacité révolutionnaire avant la morale. Enfin, avant une analyse purement morale, du moins. Donc, par ailleurs, lorsqu'on regarde le bilan des partis communistes dits de masse, on peut constater qu'ils n'ont jamais réussi la moindre révolution. Donc, grand 2, la discipline révolutionnaire. La discipline révolutionnaire, c'est un complément du point précédent, donc du point sur le rôle du parti et sur sa composition. Lénine, il considère que les membres du parti, mais aussi les membres des organisations alliées au parti, doivent être des révolutionnaires disciplinés, capables d'être à l'heure, de faire ce qui a été décidé, de se tenir à un plan, de se pas se mettre dans des états qui ne permettent pas de militer. Par exemple, voilà, typiquement, question importante, c'est la question des drogues, y compris de l'alcool, hein, qui est une drogue. Bah voilà, ne pas se bourrer la gueule avant d'arriver en réunion ou avant d'aller tracter, ne pas fumer des gros joints pendant que tu tiens une table sur un marché ou quoi. Voilà, ça fait partie de la discipline. Donc bien sûr, la discipline révolutionnaire, c'est quelque chose de complexe. Ça prend du temps à atteindre. Elle doit être un but et un moyen pour tout militant révolutionnaire sincère. Car sans discipline, c'est la défaite assurée. Et même, imaginons qu'une insurrection spontanée réussit à renverser un régime. Ce qui peut arriver, hein, soit c'est déjà arrivé dans l'histoire. Sans discipline révolutionnaire, on peut être sûr que soit le régime précédent reviendra, soit des opportunistes réussiront à prendre le pouvoir. Cela signifie que l'absence de discipline ne permet non seulement pas de faire la révolution, du moins ça réduit drastiquement les chances de réussir sa révolution, mais ensuite la discipline ne doit pas s'arrêter au lendemain de la prise de pouvoir, car sans discipline, il est impossible de défendre durablement les acquis de la révolution face aux tentatives de contre-révolution bourgeoise. Donc la discipline, c'est respecter les décisions prises par le parti ou l'organisation et ne pas essayer de s'y opposer. La discipline, c'est aussi savoir analyser une situation et juger un rapport de force afin de ne pas se lancer dans une insurrection avec un rapport de force défavorable. C'est ce que Lénine appelait le gauchisme. Voilà, le gauchisme, c'est vouloir mener des insurrections, même quand objectivement le rapport de force il est complètement défavorable. C'est par exemple voilà certains militants autonomes qui dans les manifs vont se lancer à corps perdu dans des affrontements avec la police, alors qu'on sait très bien que à cet instant-là, on n'a pas du tout les moyens de tenir l'affrontement et qu'en fait, on va juste se faire éclater par les flics, donc ça n'a aucun sens, mais on le fait quand même parce que on pense que c'est à la millième vitre de banque cassée que le capitalisme est tout. Quoi. Ça, c'est vraiment typique du gauchisme. La discipline, c'est ne pas consommer de drogue avant et pendant les moments de militantisme. La discipline, c'est être à l'heure, être en permanence attentif dans les situations dangereuses. La discipline, c'est savoir reculer ou avancer en groupe dans une situation d'affrontement. Donc une organisation de masse comme Jeunes Révolutionnaires ne peut pas attendre de tout militant qui la rejoint d'être discipliné parce que c'est une organisation de masse, on n'est pas un parti. Par contre, une organisation de masse telle que Jeunes Révolutionnaires, elle doit avoir pour objectif que tout militant qui la rejoint le devienne avec le temps, devienne discipliné. Évidemment, tu peux recruter des gens qui sont pas disciplinés à un instant T, mais par contre, voilà, faut essayer qu'ils le deviennent, qu'ils évoluent vers plus de discipline. Grand 3, le centralisme démocratique.
Le centralisme démocratique doit être le mode de prise de décision de toute organisation révolutionnaire. Théorisé par Lénine, utilisé par le parti bolchevique et de nombreux... le centralisme démocratique, il a été théorisé par Lénine, il a été utilisé par le parti bolchevique et par de nombreux partis communistes à travers le monde depuis. Et partis, et pas seulement partis d'ailleurs, d'organisations qui n'étaient pas des partis également. Donc la base du centralisme démocratique, c'est, entre guillemets, liberté de discussion, unité d'action. Cela signifie que pour prendre n'importe quelle décision au sein de n'importe quelle organisation, il doit y avoir un débat libre et aussi long que nécessaire entre les différentes positions qui s'opposent. Mais une fois que la décision est prise, il doit y avoir une unité d'action, c'est-à-dire que tout le monde doit participer à la mise en place de la décision, selon ses capacités bien évidemment. En outre, personne ne doit s'opposer à la mise en place de cette décision. Personne ne doit essayer d'imposer la décision qu'il aurait aimé voir prendre et qui n'a pas été retenue. Avec le centralisme démocratique, les volontés individuelles, individualistes et libérales doivent s'effacer derrière les décisions prises démocratiquement par le parti. Donc, une décision prise au centralisme démocratique, elle peut être prise au vote, mais elle peut aussi être prise au consensus. Quoi qu'il en soit, il est très important que la prise de décision soit précédée d'une longue discussion permettant de peser le pour et le contre, d'argumenter dans les deux sens afin de déterminer s'il s'agit réellement d'une bonne décision. Aussi, une décision prise au centralisme démocratique peut très bien être annulée, remise en question par le centralisme démocratique lui-même. Une décision n'est jamais définitive, ça ce serait purement dogmatique de penser ça. Si une décision est prise et que le contexte change, alors il est toujours possible d'ouvrir un nouveau débat afin de déterminer s'il faut maintenir ou non cette décision. Donc dans le centralisme démocratique, il n'y a pas de place pour les tendances. Il existe une lutte des lignes, entre les différentes lignes qui s'affrontent au sein de l'organisation, mais pas de tendance officialisée fonctionnant comme une organisation au sein de l'organisation. Donc c'est ce droit de tendance qui caractérise les organisations trotskistes, et c'est en partie l'une des raisons de l'inefficacité de ces organisations. Par exemple, si on regarde un parti comme le NPA, on voit qu'au sein du NPA, il y a plusieurs tendances. En réalité, ce sont des organisations au sein du parti. Et ces organisations, elles ne travaillent non pas à développer le parti, mais bien à se développer elles-mêmes en concurrence avec les autres tendances. Ce qui ne permet pas au parti de prendre de réelles décisions et de les appliquer et d'aller de l'avant. Voilà. Bon, on va prendre un exemple très simple pour illustrer le fonctionnement du centralisme démocratique. C'est un exemple qui a été pris dans une vidéo de la chaîne Centre Sverdlov qui justement explique le concept du centralisme démocratique. Imaginons que 10 amis, un groupe de 10 amis veulent faire à manger. Il y en a 6 qui veulent faire des pâtes, il y en a 3 qui veulent faire de la pizza et un qui veut faire de la purée. Après un débat aussi long que nécessaire, au cours duquel les défenseurs des pâtes, de la pizza et de la purée auront pu exposer leurs arguments, une décision est prise de faire des pizzas, car les arguments des pro-pizza ont convaincu les 6 qui voulaient faire des pâtes, mais pas celui qui voulait faire de la purée. Si le centralisme démocratique est appliqué, alors les 10 du groupe devront faire et manger des pizzas, y compris celui qui n'a pas été convaincu et qui aurait préféré faire de la purée. Donc, si celui qui voulait faire de la purée persiste, et fait quand même de la purée et tente de saboter les pizzas, alors il lui sera demandé de faire son autocritique et de manger la pizza. S'il persiste encore, il pourrait être exclu de l'organisation. Voilà, celui qui veut faire absolument de la purée, c'est Trotsky. S'il y a un autre repas, la question de se faire à manger se repose, le partisan de la purée pourra à nouveau défendre son idée de faire de la purée. Et il y aura à nouveau un débat, aussi long que nécessaire, pour décider s'il faut faire de la purée, des pâtes, des pizzas ou tout autre repas. Cependant, il n'y a pas dans le centralisme démocratique de place pour une tendance de la purée. Les pro-purée n'ont pas le droit de créer une fraction vouée à défendre la purée au sein de l'organisation. Voilà, c'est un exemple assez trivial, mais voilà. La ligne pizza, c'est la ligne rouge du coup. Ouais, on peut dire ça. Mais et la ligne purée, c'est la ligne trotskiste. Enfin, la ligne pizza, c'est la ligne rouge. Ça dépend. Si la ligne qui gagne le débat, c'est la ligne bourgeoise, la ligne pizza, c'est pas la ligne rouge. Si le parti, si l'aile bourgeoise du parti prend la direction du parti, voilà. 4. L'impérialisme. Oui, cette formation est assez courte d'ailleurs. C'est vraiment une introduction au léninisme. Là, on approche déjà de la fin. Sachant que quand on l'avait fait en physique IRL, ça avait pris beaucoup plus de temps parce que justement, c'était vachement plus arrêté sur les différents points. Mais ça, on peut le faire après dans une discussion qui suit, si vous voulez. Donc 4, l'impérialisme.
Dans son ouvrage L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine pose une analyse de ce qu'est l'impérialisme. C'est un stade du capitalisme qui dépasse le capitalisme industriel. L'impérialisme devant faire l'objet d'une formation à part entière, nous ne rentrerons donc pas dans les détails ici. Pour comprendre l'impérialisme, il faut d'abord comprendre ce qu'est le capitalisme, qui lui aussi fait l'objet d'une formation à part entière. Brièvement, on peut dire que le capitalisme, c'est un mode de production dans lequel les moyens de production, usines, terres agricoles, outils, entreprises, etc., appartiennent à des individus qui forment une classe sociale, la bourgeoisie. Cette classe sociale fait travailler une autre classe sociale, le prolétariat, sur ces moyens de production et s'enrichit en tirant une plus-value sur les marchandises produites. Le prolétariat, quant à lui, n'est pas rémunéré pour son travail, mais uniquement pour sa force de travail. Il touche ainsi une rémunération inférieure à la valeur qu'il a produite. Karl Marx avait analysé le fait que sous le capitalisme, le taux de profit de la bourgeoisie baisse tendanciellement. Ainsi, pour continuer à faire du profit, la classe capitaliste doit en permanence trouver de nouveaux moyens. Dans ce contexte s'est développé l'impérialisme, qui, après le capitalisme de libre entreprise et le capitalisme monopoliste, est un nouveau stade du système capitaliste. Donc l'impérialisme, il a 5 caractéristiques principales. 1. Concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé les monopoles dont le rôle est décisif dans la vie économique. Je répète. Concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé les monopoles dont le rôle est décisif dans la vie économique. 2. Fusion du capital industriel et du capital bancaire et création d'une oligarchie financière. 3. L'exportation des capitaux. Ah, d'ailleurs, dans le PDF, il y a une petite coquille. C'est pas l'exportation des capitaux dans les pays impérialistes, c'est l'exportation des capitaux depuis les pays impérialistes. Donc 3. L'exportation des capitaux depuis les pays impérialistes prend une importance toute particulière à la différence de l'exportation des marchandises. 4. Formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde. 5. Fin du partage territorial du globe entre les grandes puissances capitalistes. Donc la première de ces caractéristiques est la plus importante, celle sur la concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé des monopoles dont le rôle est décisif dans la vie économique. Cette caractéristique est la plus importante. Les autres sont produites et développées à partir de cette première. Donc aujourd'hui, l'impérialisme est tellement développé qu'il est devenu une des contradictions principales. En fait, aujourd'hui, abattre l'impérialisme, ça reviendrait presque à abattre le capitalisme, parce que le capitalisme est complètement dépendant de l'impérialisme aujourd'hui. Lénine a été le premier auteur à réellement parler d'impérialisme et à analyser ses mécanismes. Il s'agit là d'un apport majeur de Lénine aux théories marxistes. Donc, conclusion, Lénine a complété les théories de Karl Marx en y apportant des éléments essentiels. À l'époque où il a été théorisé, le marxisme-léninisme constituait donc la théorie révolutionnaire la plus avancée. Depuis, Mao Zedong a complété les théories de Marx et Lénine, donnant naissance au marxisme-léninisme-maoïsme et à la stratégie révolutionnaire de la guerre populaire prolongée, stratégie utilisée aujourd'hui par les mouvements révolutionnaires les plus avancés au monde, et d'ailleurs qui fait l'objet d'une formation à part entière qu'on avait fait aussi à Lyon, qui portait sur la guerre populaire prolongée et ses spécificités dans les pays impérialistes, et d'ailleurs qu'on peut très bien refaire ici si ça intéresse des gens. Voilà, c'est tout. Oui, la formation est assez courte, c'est vraiment une introduction, donc si ça vous intéresse, on peut en discuter maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le gauchisme, si je me trompe pas, le gauchisme selon Lénine, c'est vraiment la caractéristique principale du gauchisme, c'est la volonté de mener des insurrections, y compris dans des moments où en fait, le contexte est défavorable, où le rapport de force est défavorable, et ça incluait aussi, Lénine parlait aussi de ceux qui refusaient de manière dogmatique et pour des raisons dogmatiques et idéalistes, les élections bourgeoises, d'y participer et de voter. Mais après, c'était à une autre époque, et je pense que c'est surtout une question de contexte, pour le coup, le fait de décider si on vote ou pas, si on participe ou pas aux élections bourgeoises. Ça dépend chaque contexte est différent, je pense. Mais Ouais. C'est. On m'entend bien là? ouais, moi je t'entends. Ouais.
Euh, du coup, ouais, vis-à-vis de Lénine et vis-à-vis du vote, on peut lire plus sur justement son dernier bouquin qui était fait en 1923, si je n'oublie pas, sur justement le communisme de gauche, qui est super intéressant là-dessus. Et au niveau du vote aussi, il faut prendre en compte que à l'époque, le prolétariat, il était pas, il croyait encore beaucoup en la social-démocratie, c'est-à-dire que c'était pas, il n'y avait pas un rejet de la social-démocratie par le prolétariat aussi large qu'aujourd'hui. Du coup, c'est pas vraiment comparable les époques, parce que aujourd'hui, si vous voulez aller derrière les SOSDEM, et ce serait comme ça serait totalement contre-productif, quoi. C'était ça l'idée de beaucoup de Lénine aussi, c'est-à-dire que sa stratégie vis-à-vis de la social-démocratie, c'était qu'on pouvait aller dans les parlements bourgeois en gardant une ligne révolutionnaire et pour exposer justement l'inefficacité des autres lignes pseudo-révolutionnaires. Donc voilà. Je sais pas si c'est. Voilà. Oui, c'est assez clair, d'autant plus que, enfin, moi je pense que après c'est mon opinion personnelle, je pense que dans certains contextes et dans certains pays, ça peut être stratégique de parfois se présenter à certaines élections bourgeoises, mais pas toutes, et surtout, ça doit être un élément très secondaire de sa stratégie. Ça doit permettre d'obtenir certains postes pour, je sais pas, avoir des informations données ou pour appuyer sa propagande, mais ça doit surtout pas devenir l'élément principal de toute stratégie, comme c'est le cas au Parti communiste français par exemple, qui aujourd'hui est un parti qui a pour seule vocation de se présenter aux élections et de gagner les élections. Et ça doit pas aussi être ce qui concentre toutes les forces du parti. Par exemple, on voit qu'un parti comme le NPA, quand il se présente aux élections bourgeoises, quasiment tout le parti se met en ordre de bataille et bosse uniquement sur les élections pendant plusieurs mois. Et ça prend toute la force du parti. Et donc, pendant ce temps-là, c'est autant de temps où tu fais pas de travail de masse, que tu passes pas à convaincre les masses au quotidien. Tu fais juste du travail sur les plateaux télé et c'est pas. Et en plus, tu fais croire aux gens. En plus, moi, ce que je déteste avec cette stratégie du NPA, c'est que le NPA, quand ils se présentent aux élections, ils assument même pas dans leur discours qu'ils ne sont pas là pour ne pas gagner, quoi. Enfin, qui s'en foutent de gagner, qui sont là juste pour faire passer leurs idées. C'est-à-dire qu'ils se présentent avec un programme en disant regardez, on veut faire ci, ça et ça. Mais non, le NPA, moi j'ai jamais vu Philippe Poutou sur un plateau télé dire de toute façon les élections on s'en fout, nous on se présente juste pour faire passer nos idées. Hein. En fait, je dirais plus qu'ils sont très ambivalents parce que j'ai déjà vu Besancenot, Poutou. Je suis pas du tout fan du NPA, mais j'ai déjà vu Besancenot et Poutou dire on veut pas être président, on est là juste pour visibiliser la lutte. Bon, mais ils sont aussi ambivalents, c'est-à-dire que c'est c'est flou, quoi. C'est flou quand on leur demande, un coup ils disent on veut pas être président, un coup on dit on peut faire ça déjà en étant à la tête, on ferait ça à la tête du pays, ce qui envoie une sorte de double message, quoi. Donc en fait ils sont flous dans leur approche. Et ils sont finalement la stratégie d'être visible au niveau par les élections bourgeoises. Voilà quoi, je suis pas sûr, je suis pas certain que ça a vraiment beaucoup d'intérêt quand on est révolutionnaire. Enfin. J'aimerais juste sur Lénine et donc ce qu'il a dit sur participer aux élections, peut-être rajouter un peu au contexte et alors de souvenir, je suis pas vraiment d'accord avec toi, Tiff. C'est pas tant par une stratégie parce que les ouvriers étaient plus enclins à la social-démocratie, je sais pas si, et genre qui c'était plus populaire auprès d'eux que c'est surtout que la Douma, enfin en l'occurrence, il parle des élections à la Douma. Donc la Douma, c'est aujourd'hui encore, c'est le Parlement russe. Et en gros, ce qu'il faut voir, c'est que donc la Douma, avant que ça arrive, donc l'Empire russe
un régime complètement féodal, et donc il y a la révolution de 1905 à laquelle les bolcheviks ont participé activement. Et en gros, quand Lénine il dit, enfin, une des victoires, même si du coup la révolution va être complètement écrasée, une des victoires entre guillemets de cette révolution, ça va être que le tsar va concéder aux gens, bah voilà, bon bah il y aura un parlement, même si au final il va s'avérer complètement inutile, uniquement consultatif et qu'il aura aucune influence sur la nomination des ministres et que c'était toujours le tsar qui était au pouvoir. Dans les faits, en tout cas, genre c'est entre guillemets une victoire. Genre ils ont réussi à arracher ça au tsar. Donc en tant que conquête du prolétariat, Lénine dit oui bah du coup, tu peux pas genre faire toute une campagne politique en mode oui il faut un parlement, il faut il faut quelque chose, il faut plus de démocratie ou quelque chose comme ça, et juste après dire eh ben on participe pas. Donc, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, donc, c'est vrai. et j'aimerais rajouter aussi qu'il y a des trucs, genre, on en avait parlé avec les camarades, mais tout ce que dit Lénine n'est pas forcément quelque chose qui est applicable aux conditions matérielles de la France. Par exemple, je sais pas, à un moment, Lénine, je crois que dans un livre où il dit que c'est bien de participer, de s'engager dans l'armée bourgeoise, que ça te donne une formation militaire et que genre c'est pratique pour le parti. Sauf que en l'occurrence, à l'époque, c'est l'époque de la conscription, donc tu choisis pas d'aller dans l'armée ou pas, t'es forcé d'y aller, et si jamais tu vas pas et que tu te fais choper, tu te fais fusiller sur un mur de spi quoi. Donc je veux dire, même si Lénine a dit à cette époque-là, enfin, allez dans la conscription, apprenez à vous servir des armes au sein de l'armée, l'Empire russe. Genre aujourd'hui, allez pas vous engager dans l'armée française parce que Lénine a dit ça il y a 100 ans pour les conditions spécifiques de la Russie, quoi. Oui, bien sûr, oui. Oui, de toute façon, faut pas être dogmatique. Enfin, clairement. L'une des bases du communisme, c'est de pas être dogmatique. Par contre, moi, pour revenir sur les élections, je sais plus qui c'est qui a dit s'engager. Je sais pas quelle est l'utilité de s'engager dans les élections bourgeoises et de les utiliser comme stratégie de communication. Alors moi, je suis pas fondamentalement d'accord. Si on regarde nous les maoïstes, enfin moi je suis maoïste, donc quand je dis nous les maoïstes, je sais pas si tout le monde est maoïste ici, mais en tout cas moi c'est mon cas. On s'engage en fait dans les élections bourgeoises et on les utilise dans notre communication, mais on les utilise par la stratégie du boycott. Mais en soi, la stratégie du boycott, c'est utiliser la campagne électorale pour faire passer nos idées et pour révéler au grand jour l'arnaque qu'est la démocratie bourgeoise, la démocratie libérale, quoi. Et quand on fait des campagnes de boycott, en réalité, on fait des campagnes électorales. C'est juste que c'est des campagnes de boycott électoral. Vu qu'il y a pour revenir sur les élections vite fait, c'est vrai, tu as raison de préciser que Lénine, qui est-ce qui avait dit ça Jules, ok. Tu as raison de préciser que c'était très lié complètement lié quand il parlait de la Russie, il parlait complètement des conditions de la Russie, mais il fait aussi dans son bouquin Le communisme de gauche, il parle aussi de l'Angleterre, il me semble. Et il me semble que justement, alors après, évidemment, c'est pas, comme on vient de dire, c'est pas un évangile, hein, Lénine, il n'y a pas de dogme à avoir. Mais il dit aussi dans le contexte de l'Angleterre, il conseillait de laisser aux sociodémocrates, entre gros guillemets, soutenir les sociodémocrates pour qu'ils aillent au Parlement, qu'ils gagnent le Parlement, et d'avoir juste deux, trois places au Parlement, que eux, en tant que parti révolutionnaire, et que 2-3 places au Parlement. Et que, en gros, pour exposer justement la ligne social-démocrate comme inefficace. Après, bon, c'est voilà quoi. C'est pas. Disons qu'il y a d'autres conditions que la condition exceptionnelle de la Douma post 1905 pour entre guillemets participer aux élections à l'époque. Mais aujourd'hui, en tout cas, ouais, je vois pas de conditions, en tout cas dans les pays impérialistes,
ou on va on va soutenir les sociodémocrates. Voilà. Et je sais pas si ça apporte grand-chose que tout ce que je viens de dire, mais voilà. Si vous avez d'autres questions, que ce soit sur ce sujet des élections ou sur d'autres sujets, hein, ça peut être sur le rôle du parti dans la révolution, la composition du parti, la question de la discipline révolutionnaire, la question du centralisme démocratique aussi, ou la question de l'impérialisme, n'hésitez pas. Ça peut être des questions ou des débats, hein, du reste, enfin, ou des ouvertures, des réflexions qui sont pas forcément sous forme de questions. Non, personne. Du coup, on fait quoi? On fait un débat sur Crunchdat et on invite quelques anarchistes histoire que ce soit animé ou Ouais. je sais pas. Sur le NPA. Alors, Kim avait une question. Pardon. Non mais c'est inutile, on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on discute du NPA? C'est pour défendre quoi? Leur stratégie de merde? On s'en fout, ils font pas la révolution de toute façon. Non, mais c'est pas pour c'est pour débattre de la question des élections. Enfin, le NPA c'est un exemple. Oui, mais c'est un exemple foireux. La LCR faisait mieux à 20 ans en termes de communication. Aujourd'hui, le NPA, t'écoutes Besancenot, tu sais pas si Besancenot, il est au NPA ou s'il est AL. S'il est post-trotskiste ou s'il est libertaire. S'il veut le pouvoir ou s'il aime Rancière. Tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas te dire tout et n'importe quoi pour essayer de ménager la chèvre le chou et d'expliquer après on est la gauche de la gauche et on veut faire gagner le mouvement social et je sais pas trop quoi. Le véritable problème, c'est que il y a 20 ans, qu'il y a plus de 20 ans au moment où la LCR se dissout et il y a le processus du NPA, je le sais, hein, parce que j'ai failli rentrer j'ai suivi le truc du NPA. Il disait clairement les choses. Il disait clairement, on est pour le pouvoir, on est communiste révolutionnaire, on est trotskiste. Aujourd'hui, tu les écoutes, tu sais pas ce qu'ils racontent. Ils sont une fois, on est pour le pouvoir par en bas, on veut organiser les gens, on aime bien le mouvement social, et pas une fois, ils mettent en avant la question du pouvoir. Et ils disent pas qu'ils sont communistes. À un moment donné, surtout quand t'as des gens qui te demandent, vous, c'est quoi votre but? Et quand t'as des gens, souvent très jeunes, qui attendent des réponses. Plutôt que de leur sortir une flûte pour pas leur faire peur ou je sais pas quoi, faut le dire clairement, faut dire on est communiste, on est pour on est pour la prise du pouvoir du prolétariat. Moi, je suis pour la dictature du prolétariat. On explique pourquoi. Plutôt que de jouer de la flûte à expliquer. Tu sais, je vais te dire un truc, hein, Kayen. J'ai vu Besancenot en 2016 lorsqu'il avait le travail. Il était venu et c'était au moment où il y avait quand il y avait Nuit debout et tout le truc là. Et le MPA fait un meeting, alors il avait fait son truc et tout, nanana. Et je lui ai dit, écoute Olivier, moi je veux bien, je suis d'accord avec toi, avec ton truc et tout, si et ça. Je lui ai dit, maintenant concrètement on fait quoi? C'était le moment où il y avait une petite vague de creux, on était à la fois au sommet. Je dis maintenant concrètement on fait quoi? C'est quoi maintenant ce qu'il faut faire concrètement pour gagner? Bah, me croyez pas ou pas, hein, Besançon, il m'a fait, je t'invite à prendre ton sac de couchage et à venir place de la République. D'accord, voilà. C'est ridicule, hein, je veux dire. Si c'est la seule alternative politique que tu as à proposer, c'est-à-dire prends ton sac de couchage, viens à place de la République, on va aller à Nuit debout, excuse-moi, mais j'appelle pas ça un discours politique. Et c'est pas n'importe qui l'a dit, hein, je veux dire, c'est quand même Besançon qui est un des porte-parole. Mais ça, c'est parce que le NPA n'a pas de ligne directrice, parce que c'est un parti divisé en 12 000 tendances qui est incapable d'avoir une ligne idéologique claire et de la faire appliquer par le reste du parti. C'est parce que c'est un parti qui, voilà, c'est comme les organisations, alors, pas à ce point-là, mais comme les organisations totaux qui ont du coup pas de ligne directrice, pas de stratégie, où c'est chacun fait un peu sa tambouille politicienne et sa petite cuisine avec différents éléments idéologiques voilà, qui sont issus de différentes organisations, de différents courants idéologiques. C'est l'un des problèmes des organisations trotskistes. Ouais, moi je le dis qu'à, j'ai pas envie de bosser avec j'ai bossé trop de fois avec des gens du NPA dans mon coin, c'est pas la peine, j'ai plus envie de bosser avec eux. Après, ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Après, ça dépend de villes. Moi, ça sert plus à rien. Je sais que j'ai rien à attendre de ces gens-là, tu vois. Il y a des gens qui sont des gens très très honnêtes et très sincères dans leur pratique. Moi, à Lyon, j'en connais qui sont de très bons camarades, qui sont moi NPA. moi aussi, j'en ai connu, toi. C'est juste que à partir du moment où
On a commencé à monter notre truc et dire qu'on était Mao subitement, c'est bon quoi. Stalinien, vous avez tué des gens, faire des menaces, bref. Moi, ça m'intéresse plus de bosser avec ces gens-là. Bon, on peut parler de la NPA, ouais, aux Philippines. Ouais, voilà, au moins un vrai mouvement qui marche, un vrai mouvement qui fait quelque chose. Ouais. Oui, les tendances sont pas pareilles, oui. En plus, le pire, c'est que il y a tellement pas centralistes et démocratie dans leurs conneries que ils dévoilent en public le fait que ils sont pas d'accord entre eux. Genre t'as le CCI qui crache sur la tendance claire, après t'as la fraction qui clash le CCI et ils font ça devant toi, tranquille. Sinon, du coup, on peut passer à lutte ouvrière tant qu'on y est. Non, je rigole. Si vous avez d'autres, le camarade Kim avait une question. Ouais. Lutte ouvrière. En gros, bon, il avait utilisé le truc de la pizza et tout, mais pour simplifier, comment éviter donc lorsque la ligne révisionniste prenne le pouvoir, lorsqu'elle est majoritaire. En gros, il disait quand la ligne rouge est infiltrée, enfin la ligne rouge, je sais pas, c'est pas très. Ouais. Si, la ligne rouge. Quand la ligne, ça se dit genre quand la ligne rouge est infiltrée. Mais quand la ligne rouge est plus au pouvoir, tout simplement, quand c'est la ligne révisionniste. Quand c'est une ligne révisionniste. Tu bombardes le quartier général. Bah oui, moi là-dessus, je pense que notre solution c'est la révolution culturelle, tout simplement. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé en Chine à l'époque de Liu Shaoxi, tout ça. Enfin, je sais pas si je fais une erreur en disant ça, mais concrètement, même s'il y avait encore des éléments communistes au sein du parti, il y avait une grosse partie qui était complètement partisane de la ligne de Liu Shaoxi. Au final, notre solution pour nous, les marxistes-léninistes maoïstes, c'est la grande révolution culturelle prolétarienne. Oui, surtout en fait, c'est surtout s'appuyer sur les masses en fait. C'est surtout ça en fait, plutôt que de, parce que c'est ça en fait aussi le grand apport même le grand apport de que ce soit de Lénine ou que ce soit de, c'est surtout que pour éviter que le débat se sclérose et que tout reste confiné à l'appareil du parti, il faut à un moment donné que les masses participent, c'est-à-dire que même les masses de son parti puissent participer à la critique du pouvoir politique. Du coup, ouais, la question est intéressante, mais si on n'est pas au pouvoir, donc on peut pas faire de révolution culturelle, comment on s'y oppose? Oui, il avait plus de fonction au sein du parti. Quand je dis, non, excuse-moi de t'interrompre. Excuse-moi de t'interrompre, mais je veux dire, si on n'est pas sous un État socialiste, quoi. Si on n'a pas encore fait la révolution. Alors dans ce cas, ça se pose pas avec la question, c'était. Si, tu crées ton propre parti alors. Ah oui, c'est vrai que. J'ai pas entendu. Tu peux répéter, Oscar? Si jamais le parti devient entièrement révisionniste, t'as plus moyen de faire un truc, tu crées ton propre parti. Oui, mais c'est l'exemple du PCF en France. Voilà, c'est aujourd'hui au PCF, on voit que. Même au-delà. Non, au Pérou. Tous les mouvements, que ce soit au Pérou, enfin, généralement, les marxistes ont toujours compris qu'à partir du moment donné où le parti est définitivement sclérosé, il est fini. Le but, c'est tu lances un mouvement de rectification. Si ça marche pas, tu crées ta propre organisation. Par exemple, le Parti communiste des Philippines aujourd'hui, il est sorti du Parti communiste des Philippines des années 30. Et souvent, ça s'est fait comme ça. Et généralement, toutes les réorganisations de partis communistes se sont généralement faites ils sont sortis des partis traditionnels au Pérou, en Inde, c'est toujours été comme ça. En Inde, c'est comme ça que le mouvement s'est fait. Hein. D'abord le Parti communiste d'Inde, ensuite le Parti communiste d'Inde marxiste, ensuite le Parti communiste d'Inde marxiste-léniniste, et après après ils ont éclaté et ils ont nouveau formé au Népal, c'est comme ça aussi aujourd'hui. Hein. Il y a les fractions rouges, elles viennent de tel ou tel parti et elles décident de sortir. Mao, il l'avait dit, je crois. Mao, il avait dit un truc du style, si jamais le parti devenait entièrement révisionniste, il faudrait partir à Yan'an pour recommencer à faire la guérilla. Du coup, ils l'ont pas fait. Hein. Non, mais ils l'ont pas fait. Mais je veux dire, en tout cas, voilà. Mais c'était pour dire que lui, en tout cas, il avait la. Enfin, si. Après, ils l'ont fait, mais le problème, c'est qu'ils sont. Moi, après, c'est un débat qu'on pourra avoir ce soir si on fait un truc sur la révolution culturelle, Mais en tout cas, ouais. Si vous avez d'autres questions, enfin peut-être d'autres questions, ou que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, sur la question de la ligne rouge, sur la question
Peut-être pas passer 2 heures sur le NPA en effet, mais Non, mais par contre après sur Lénine, le truc qui est aussi important, donc il y a la question de l'impérialisme, la question de la centralisation démocratique, mais il y a aussi surtout la question de je crois que tu l'avais dit, j'ai pas le PDF, hein, j'ai pas regardé, mais la question de la dictature du prolétariat, puisque en s'inspirant de l'exemple de la Commune de Paris et surtout de l'exemple des deux révolutions russes, il part du principe qu'en fait la base de la nouvelle, de l'exercice de la dictature du prolétariat se fera vis-à-vis des soviets. Et donc pour la première fois en fait là où Marx et Engels ils disent en gros il y aura la dictature du prolétariat, ce sera une période de lutte sanglante, de guerre civile qui durera 25-50 ans. Pour la première fois, Lénine il dit voilà maintenant on a grâce à l'expérience des masses, on a l'ossature de la dictature du prolétariat, et cette ossature de la dictature du prolétariat, c'est le pouvoir des soviets qui est dirigé par le parti. Et ensuite aussi, ce qui est important chez Lénine, c'est que Lénine, c'est aussi celui, enfin, je pense que c'est aussi intéressant, tu l'as souligné, mais c'est la question de la transition du capitalisme au socialisme. Parce que c'est une question qui a été abordée, qui était abordée par Marx et Engels, mais il la voyait plutôt comme l'accouchement en fait des contradictions internes du capitalisme qui sécrétait le communisme à venir, alors que Lénine là pour la première fois il pose concrètement en fait la question de la dictature du prolétariat et donc de la manière de pouvoir passer concrètement au socialisme et surtout de pouvoir construire le socialisme dans un régime de dictature du prolétariat. Dans le cadre d'un pays qui est encerclé par des pays impérialistes. Après moi je suis pas, je suis pas du tout expert de cette période-là. Si je me trompe pas, l'un des premiers trucs qui a été fait en URSS, c'était pas encore l'URSS du coup, mais après la révolution russe, ça a été la NEP, nouvelle économie politique, qui a été une sorte de développement du capitalisme. Ouais, mais ça rentre dans le cadre de la dictature du prolétariat. D'accord. Ça c'est pas le développement de la NEP, c'est-à-dire entre guillemets le développement du capitalisme. Même dans la stratégie de Lénine, l'important pour Lénine, c'est que même dans ce développement-là, en fait, ce qu'il faut, c'est que le pouvoir politique reste entre les mains du parti et entre les mains du prolétariat. Et qu'en fait, même si on peut sécréter du capitalisme ou du moins des éléments bourgeois, l'important c'est que la dictature du prolétariat va faire en sorte que ces éléments-là vont strictement être encadrés par la dictature du prolétariat et qui ne pourront pas devenir une classe dominante. Et c'est tout l'inverse d'ailleurs quand certains révisionnistes disent que la Chine aujourd'hui est socialiste, aujourd'hui et qui prétendent que c'est la NEP, la pseudo-NEP en Chine. Parce qu'en gros ils disent oui, vous avez vu, les Chinois ils tuent des milliardaires. Oui, ok, d'accord, ils tuent 3 mecs qui sont accusés de corruption, mais c'est pas ça empêcher le pouvoir de la bourgeoisie. Le pouvoir de la bourgeoisie, c'est dire en gros c'est limité à des certains secteurs de l'État. En sachant que l'État lui-même est déjà l'État de dictature du prolétariat, donc il y a pas de la bourgeoisie peut pas avoir le pouvoir. Et surtout en fait ce qui met en place aussi avec la NEP, c'est que Lénine travaille, et c'est aussi le gros truc de Lénine, c'est que il est le premier à théoriser ce qu'on appelle aujourd'hui nous maoïstes la nouvelle démocratie, mais en gros l'alliance entre les ouvriers et les paysans dans un pays arriéré, qui soit semi-féodal et semi-colonial. Là où, par exemple, Trotsky ou même d'autres lignes de gauche, en fait, étaient exclusivement centrées sur il faut absolument donner tout le pouvoir au prolétariat et puis la paysannerie, on verra bien ce qu'on fera avec, quoi. Quitte à devoir s'opposer à elle, alors que dans un pays qui est à 80%, voire 85%, paysans, on est obligé de réfléchir à cette question-là. Et c'est Lénine qui pose en fait pour la première fois cette question-là. Et donc par ricochet, surtout le lien avec les mouvements
avec les mouvements d'indépendance nationaux qu'il y a comment ça s'appelle en Inde ou en Chine, où pareil Lénine est le premier à dire en gros que si la révolution elle a pas forcément réussi elle a pas réussi en Europe, c'est temporaire. Il faut que les bolcheviks et que les communistes se tournent vers l'Orient rouge, vers l'Inde, vers la Chine où c'est en train de bouger, et c'est là que ça va péter. Peut-être préciser pour certaines personnes qui savent pas forcément, peut-être expliquer brièvement ce que c'est la NEP. Je crois. On a prévu de faire une formation dessus. Ah ok, parfait. C'est quand d'ailleurs? On a prévu de faire ça. Alors ça a été parce qu'il faut que je le travaille parce que c'est le 5. Ouais, c'est l'étude du texte. Ce sera une étude de texte de Robert Linhart, la NEP et les étapes de la transition dans la Russie soviétique. Donc okay. on discutera de ça un peu, de qu'est-ce que c'est que la NEP, qu'est-ce que c'est que les étapes de transition, les alliances de classe qui se sont faites et la théorie qui en est sortie. Du coup, s'il y a d'autres questions, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres, n'hésitez pas à demander. On peut élargir aussi, hein, s'il y a des questions sur le maoïsme ou quoi. C'est pas, de toute façon, c'est l'occasion aussi d'en discuter, d'en débattre. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Non, personne n'a de questions du coup. Si personne n'a de questions, on va potentiellement arrêter là. Je rappelle que nous à Lyon, on a fait d'autres formations il y a plusieurs mois déjà, mais j'ai toujours les PDF que on peut faire ici aussi si ça intéresse des gens. Alors attendez, je vais vous dire ce qu'on a fait. Donc on a fait la guerre populaire prolongée et ses spécificités dans les pays impérialistes. On a fait un truc sur la stratégie. Ok. Fascisme et antifascisme. Donc. On a fait un truc sur le fascisme aussi. Ouais. Alors, nous, celle-là, on l'a beaucoup axé sur l'antifascisme. On a fait le patriarcat et la lutte féministe. Et on a fait la lutte des classes. Voilà. La lutte des classes, on l'a déjà fait sur un autre Discord il y a 2 jours. Mais ça me dérange pas de la refaire. Hein. De toute façon, je sais pas vous, mais moi, je suis confiné perso, donc j'ai un peu que ça à faire. Voilà. Donc du coup, voilà, on a fait tout ça. Si ça intéresse des gens, s'il y a des formations qui vous intéressent particulièrement, hésitez pas.